Hey! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Un plan presque parfait. Le principe est simple, je parle d'un plan qui m'a marqué dans un bon ou un mauvais film. Et je l'analyse du mieux que je peux. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler que je ne suis absolument pas un professionnel, mais bien un random en slip dans sa chambre humide. Donc évidemment, je peux et je vais probablement faire des erreurs. Donc si vous en repérez, n'hésitez pas à me les notifier en commentaire. Et j'en profite aussi pour dire que si vous voulez que je parle d'un plan précis, dites-le dans les commentaires et ça pourra faire le sujet d'un prochain épisode. Bref, trêve de blabla et commençons. Aujourd'hui, on va donc parler de Funny Game. Un classique de l'horreur que je vous conseille chaudement. Non, en fait, vous savez quoi, je vais y aller plus directement. Vous devez impérativement regarder Funny Game. Car je vais spoiler pas mal de trucs dans cette vidéo. Et franchement, ça serait très triste. Voilà, comme ça j'arrive bien à faire partir le peu de gens qui ont cliqué sur cette vidéo. Quelle bonne idée, putain! Donc, Funny Game, de quoi ça parle? On y suit une famille allemande et riche, très riche, qui rentre de vacances et qui commence donc, dans la première partie du film, à faire des activités quotidiennes de riches. Comme par exemple faire à manger, faire du bateau sur le lac dans leur jardin, je répète, le lac dans leur putain de jardin, puis deux hommes entrent dans la maison. Et commence alors le génie du film. Le métrage ne commence pas directement avec de l'horreur, il commence juste avec des trucs qui peuvent rendre légitimement mal à l'aise. Avec deux gus qui se permettent de faire des choses qu'on ne se permettrait pas en temps normal chez des inconnus. Puis l'horreur monte crescendo, jusqu'à finir par de la torture à la fois psychologique et physique. Et enfin, après une course-poursuite entre le gamin de la famille et un des deux agresseurs, on a un plan hors champ avec un bruit de fusil. Je ramène quelque chose à quelqu'un? Quelqu'un est mort. On ne sait juste pas encore qui entre la daronne compétente, le daron blessé et le gamin qui est protégé par les saintes lois du cinéma qui disent qu'on ne touche pas aux gosses dans les films d'horreur. Puis enfin on a le plan qui nous intéresse, qui commence à 1h, 5 minutes et 25 secondes et qui dure 10 minutes et 39 secondes. Attends quoi? Oui, non, j'ai bien lu, 10 minutes et 39 secondes, c'est définitivement un plan séquence. Et d'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais ce plan commence exactement alors que les agresseurs viennent de partir de la maison, et c'est de manière définitive, plus ou moins. Donc, pour rappel, ce plan a pour promesse de nous dévoiler qui est décédé suite au coup de fusil qui a précédé. Et la réponse est... Je suis évidemment obligé de vous le flouter, mais le corps gisant sur le sol n'est autre que celui de l'enfant, de la famille. Donc le film vient de briser quelque chose d'ancré dans la culture cinématographique, le tabou sur la mort des enfants, créant ainsi un réflexe viscéral chez tout parent qui regardait cette séquence. Mais il n'y a pas que ça, on peut notamment souligner la composition du plan. Lorsque l'on regarde une image, notre regard se tourne naturellement vers le centre. C'est quelque chose de connu au point que certains artistes jouent avec ça, comme Van Gogh par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on a au milieu? La mère. Cela sert à nous rassurer sur le sort de la daronne. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce moment où il ne se passe rien et où la daronne regarde dans le vide dure 1 minute 30. Pourquoi? Tout simplement pour que, au bout d'un moment, nos yeux commencent naturellement à se balader dans l'image, afin que, inévitablement, l'on remarque le corps du gamin. Et d'ailleurs, vous ne voyez pas, mais le bouc n'a pas de tête. Nos yeux continuent alors de se balader, puis on voit en bas à gauche les pieds du daron qui n'a pas l'air très en forme. D'ailleurs, vu que c'est bientôt la fin de la phase sans mouvement, je vais vous laisser 10 secondes d'extrait pour essayer de deviner ce que le film tente de mettre en place. Le changement d'assiette confortable et la voiture se comporte à merveille. Le plus chaud, le choix des pneumatiques sera décidément déterminant dans ces... Et oui, vous l'avez bien deviné, le film tente de mettre en place énormément de pression. On se demande à chaque seconde si les ravisseurs vont revenir ou non, ce qui est aidé par la télévision qui émet des bruits de voiture pour brouiller les pistes. Mais surtout, ce qui est ultra fort dans cette séquence, c'est l'actrice de la daronne. Alors oui, je suis d'accord que vu comme ça, on pourrait croire qu'elle se contente de ne rien faire pendant 1 minute. Mais justement, est-ce que c'est pas le comportement le plus humain et réaliste dans cette situation ? En quelques heures, elle vient de perdre son enfant ainsi que de vivre de sévères autres traumatismes. Alors oui, évidemment qu'elle ne bouge pas, il faut qu'elle s'en remette. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, ça fait également référence à l'enfance. Réfléchissez.
Quand vous étiez enfant, dans votre lit, et que d'un coup vous entendiez un bruit. Quel était votre premier réflexe? Ne pas bouger, faire le mort pour faire partir le monstre d'ici. Ici, c'est pareil, les monstres viennent de partir, mais rien n'est sûr, donc elles ne bougent pas, pour ne pas qu'ils reviennent en entendant un bruit. Bref, je vais avancer jusqu'au premier mouvement du plan, la mère va éteindre la télé. Ce moment, je l'interprète comme la daronne qui revient petit à petit. D'abord, elle était absente, suite à une surcharge d'informations, puis la logique revient. Elle ne réalise pas encore ce qui vient de se passer, mais elle est assez réveillée pour pouvoir bouger. Elle éteint donc la télé car elle faisait du bruit gênant pour entendre si les deux Golemons reviennent. Puis elle freeze pendant genre 20 secondes. Toujours sous le choc, elle commence à essayer d'enlever le scotch autour de ses poignets. Constatant le jet de dextérité désastreux, elle va chercher un couteau dans la cuisine, ce qui donne lieu à un mouvement de caméra nous faisant apparaître le daron, qui semble traverser les mêmes étapes que sa femme. Depuis tout à l'heure, il ne bouge pas, puis il se relève laissant la logique travailler, puis il freeze, mais contrairement à sa femme, les émotions arrivent assez rapidement, nous laissant ce cri douloureusement sincère. Et oui, je sais, ça peut paraître ridicule, mais n'oubliez pas les enfants que c'est à ça que ça ressemble à un vrai cri. Sa femme arrive alors pour le calmer bien que les émotions semblent avoir fait surface. Puis elle aide le père à se lever et à aller dans la cuisine, laissant ainsi leur enfant derrière eux et mettant fin à ce plan séquence de plus de 10 minutes. Et vous noterez que quelques questions restent en suspens, comme par exemple, est-ce que les ravisseurs vont revenir? Eh bien ça, vous le saurez en explorant vous-même ce merveilleux film qu'est Funny Game. Ok. Anna, ça doit être la daronne, puis quoi d'autre? Décès? Elle est morte? Putain, 51 ans, 2012. Georges, ça c'est le daron. Oh, décès. Il est mort! Mais il est mort. Il est mort! À 38 ans! Mais putain, mais l'espérance de vie des acteurs, elle était de 2 ans, genre.